Salut à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture en compagnie de Francis Weber, cinéaste et dramaturge français majeur, auteur et metteur en scène de la pièce Cher Trésor. Reprise au théâtre des Nouveautés de Paris. Francis Weber, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Journal de la Culture. À l'affiche, il y a Gérard Jugnot, Alexandra Vandernoot. C'est en habitué des succès populaires que vous nous plongez cette fois-ci au cœur d'une fable satirique et pleine de drôleries autour des mœurs d'une société qui doit faire face à la crise et à la morosité. Après l'emmerdeur, le dîner de cons, nous découvrons votre dernière œuvre, Francis Weber. Vous ne pourriez pas me contrôler, moi? J'ai fait des études qui mènent nulle part. Je suis chômeur depuis 2 ans. Je ne suis personne. Je n'intéresse personne, s'il vous plaît. Contrôlez-moi. On ne contrôle pas les gens qui n'ont rien. Qu'est-ce que vous voulez que je contrôle? Ben justement, c'est parce que je n'ai rien, vous pouvez m'aider. Si vous me contrôlez, on pensera que je cache quelque chose et je me remettrai peut-être à exister. Je suis désolé, mais l'administration fiscale ne joue pas à ces jeux-là. Ben, dès que vous serez sorti, je me fous par la fenêtre. On est au 5e, on se retrouve en bas. J'arriverai sûrement avant vous. Mais enfin, les gens se suicident parce qu'on les contrôle, pas parce qu'on ne les contrôle pas. Cher Trésor, c'est à l'affiche en ce moment. Allez-y, courez, découvrez cette savoureuse création. Francis Weber, vous avez, j'imagine, pris autant de plaisir, j'espère en tout cas, que les spectateurs à vivre cette pièce. Alors, quelle idée? Un chômeur de longue date, délaissé par tous, par son épouse, par ses amis, qui côtoient des réalisateurs dans leur vie, on peut le dire, mais des milliardaires surtout. Son idée lumineuse, c'est de simuler un contrôle fiscal pour se voir réhabilité dans la société. Ben oui, parce que la leçon de la pièce, c'est que l'essentiel, c'est pas d'être riche, mais qu'on vous croit riche. C'est plus important que d'avoir de l'argent, en fait. Si les gens se mettent à miser sur vous, parce qu'ils pensent que vous avez du fric planqué aux îles Caïmans, ou Liechtenstein, ou au Luxembourg, eh ben, ils commencent à spéculer sur vous, et vous redevenez important. Et c'est ça le calcul de Gérard Jugnot dans la pièce. Alors, comment avez-vous appréhendé cette création? C'est à la fois une fable, un conte qui donc scrute les mœurs de la société, la luxure, le luxe, la vénalité, puisqu'on se rend bien compte que la nature des gens change en fonction du rapport qu'ils établissent avec l'argent. Oui, mais c'est tellement observable dans la vie de tous les jours. À partir du moment où vous commencez à être du côté ensoleillé du trottoir, comme disent les Américains, hein, ben, les gens vous remarquent. Si vous restez dans l'ombre, c'est assez catastrophique. Et là, dans la pièce, c'est réellement la leçon. Brusquement, il y a un rayon de soleil, parce que ça repose sur une imposture, mais que les gens marchent. Sa femme revient, son banquier revient. Tous les gens... Et son mensonge se transforme en réalité. Et son mensonge se transforme en réalité. Parce qu'il a effectivement un contrôle fiscal, puisqu'il hérite malgré lui, par dépit. C'est ça, donc c'est la deuxième partie de la pièce, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire parce que c'est une réalité de tous les jours. Alors cette réalité, vous l'avez voulu palpable et en même temps comme une projection anti-morosité, parce que la crise frappe aujourd'hui les foyers français, mais vous avez voulu, autour de cette situation de crise, apporter un peu de drôlasticité, si j'ose ce néologisme. Il est très beau. Non, en fait, si vous voulez, ce que j'ai voulu, c'est raconter une histoire actuelle, parce que moi j'ai eu 2 contrôles fiscaux déjà, donc je connais. Ça vécu quand même. Hein. Ah ben oui, je vous le dis. Je me rappelle qu'au 2e j'en pouvais plus, et j'ai demandé au haut responsable de Bercy de me recevoir, parce qu'on vous demande des factures de, je sais pas, 50 centimes. Et j'arrive, il y avait tout cet aréopage comme ça de gens très sérieux. J'entre pour essayer de leur dire laissez-moi tranquille. Il y a simplement le patron de Bercy qui me regarde et qui me dit alors, Cheval, c'était le contrôleur fiscal du dîner de cons. Et je lui ai dit, alors croyez-moi, si je vous avais connu avant, je l'aurais musclé, Cheval. Alors je vous propose de retrouver quelqu'un qui tient le haut de l'affiche et qui maîtrise les ficelles du sommet de l'art de comédien, c'est Gérard Jugnot. Il n'a pas écrit beaucoup de pièces, hein. Francis a dû en écrire 4. C'est vraiment de l'horlogerie. Un jeu qui, on le sent, partage la frénésie, les comédiens qui se connaissent, qui ont joué beaucoup, mais Gérard Jugnot dans le rôle de François Pignon qui succède. Est-ce que c'est pas un héritage très lourd à Jacques Brel, à Pierre Richard et notamment à Jacques Villeray, sans oublier Daniel Auteuil? C'est un héritage lourd si vous êtes dans une mauvaise pièce. Si vous êtes un bon acteur et que vous arrivez dans une pièce où il y a une situation intéressante, vous en tirez parti, surtout si, comme Jugnot, vous êtes un homme dans la foule au départ. Parce que c'est extraordinaire. Je ne pouvais pas rêver un Pignon meilleur que celui-là, vous voyez.
Je ne peux pas faire de George Clooney ou de Brad Pitt un pignon, c'est pas Alors possible. vous parlez de George Clooney, c'est un dessin. Vous êtes l'un des rares Français à avoir une expérience à la fois française et américaine. Il y avait Yves Montand, il y avait Cassel, mais vous, dans la plénitude, vous avez réalisé des films là-bas. 8 de vos films ont bénéficié de ce qu'on appelle des remakes. Vous avez fait jouer des Nick Nolte et consorts. Comment est-ce que vous vivez ce parcours et finalement, si vous aviez un mot pour comparer les deux systèmes? Deux planètes différentes. C'est un peu plus d'un mot, mais c'est tellement évident, et surtout à travers les remakes. On ne se comprend pas de temps en temps, il n'y a rien à faire. Alors, vous êtes dialoguiste, vous avez été associé au succès de films pour lesquels vous avez partagé soit l'écriture, soit en tout cas la mise en scène avec des Georges Lautner, des Édouard Molinaro. Les succès, on ne les compte plus. La Chèvre, Les Compères, Le Fugitif, Le Jaguar, c'est en vrac et dans le désordre. Les Dîners de cons, L'Emmerdeur, Il était une fois un flic. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous expliquez qu'il y a toujours ce dédain vis-à-vis de la comédie, même lorsqu'on est consacré par le public? Parce que c'est le genre le plus difficile qui peut tomber dans la facilité. Et que les critiques n'ont pas un niveau d'eau ou une mire pour savoir si on passe de Max Pécasse à Billy Wilder. C'est très compliqué de juger une comédie. Alors qu'un drame, on peut toujours voir des intentions. Une comédie, il y a une intention qui est de faire rire. Et il y a des gens qui n'ont pas le sens du rire. Vous avez fait 18 films avant de passer derrière la caméra. Ouais. Pourquoi? C'est le poids des ans, l'expérience. Il vous fallait absolument peaufiner les touches de votre art pour oser? C'est Claude Berry. Vous savez, tout le monde disait, parce que le malheureux est mort, au César, on disait « Je remercie Claude Berry ». J'avais écrit Le Jouet, qui était mon premier film comme metteur en scène, et on cherchait un metteur en scène, et Berry me dit « Pourquoi tu le fais pas, toi ?» Et je lui dis « J'y connais rien ». Il me dit « C'est pas grave, on va te prendre un conseiller technique, et ça va très bien se passer ». Ça a été très difficile, parce que comme disait Claude Sauté, il y a 1000 possibilités avec la caméra. Absolument. 1000 axes différents. Le même scénario donné à 1000 réalisateurs donne 1000 films différents. Voilà. Alors justement, en parlant cinéma, à quand un retour de Francis Weber derrière la caméra? Dès que le cinéma aura récupéré ses billes, parce que c'est très difficile pour l'instant. Pour vous? Ah ben même pour tout le monde, enfin, que ce soit moi ou un autre. En fait, c'est vrai que le public a tendance à bouder un petit peu parce qu'il y a de telles possibilités avec ces grands écrans de télé, ces trucs comme ça. Si vous regardez les chiffres, ils ne sont pas rassurants. Ce qui fait que les producteurs français vous demandent de diminuer de plus en plus le temps de tournage. Or, quand vous avez des petits films de 3 millions d'euros en face d'un film de 250 millions de dollars, vous avez l'impression d'être sur un Solex, sur une autoroute, entre deux Kingston. Belle métaphore. Alors, je propose de rester au cœur du cinéma, le 7e art. L'affiche prévient tout de suite, si vous n'arrivez pas à prononcer son nom, dites simplement Le Volcan. C'est le dernier film dans lequel joue Danny Boone et qui met en scène un couple séparé qui tente de traverser l'Europe pendant l'éruption du volcan islandais. Layokult. Et il y a Fiat Layokult. La Fiat Layokult. Pas facile à prononcer le nom du volcan islandais dont l'éruption paralysa le trafic aérien européen en avril 2010. Un coup dur pour ces divorcés qui doivent se rendre en Grèce pour marier leur fille. C'est quoi? Je crois que t'avais plus le droit de prendre l'avion avec tes faux seins. C'est la naissance de ma fille Cécile. Et le papa, il est mort. Paix à la naissance. Et la maman a eu un petit coup de chaud? Non, je vais brûler le visage chez un marabout pour qu'elle décède. Un couple dans une détestation jubilatoire, obligé par les événements à faire la route ensemble. Je vois plus con. Je vais te faire saigner du nez. Danny Boone et Valérie Bonneton, eux, sont amis depuis l'adolescence. Tous les deux ch'tis, quand il s'agit de donner une gifle, elle est vraie. Là, tu m'as... Il est douillet, il dit que je lui ai fait mal, qu'il a des bourdonnements dans les oreilles encore aujourd'hui. On peut pas le toucher comme ça. Ah! T'as dû faire un cauchemar, à mon avis. Je trouve ça fou de penser qu'un couple qui ait pu s'aimer, se choyer, se dorloter, être attentionné, puisse un jour en arriver à se faire les pires crasses. Parce qu'on est déçu de l'autre, tout simplement. Parce qu'on se projette trop sur l'autre. Un film qui pourrait peut-être servir de thérapie de couple. Toutes nos années gâchées. C'est très important. Ma mère a aimé le film. Elle me dit, oui, j'ai beaucoup aimé. Elle me dit, j'ai bien rigolé. Ça m'a rappelé certains trucs avec ton père, elle m'a fait. J'ai dit, me dis pas des trucs comme ça. Une thérapie par le rire, évidemment. Et moi, je suis tellement moche. Mais j'ai pas ri.
Ah, c'est vrai. Francis Weber, les plus grands acteurs comédiens ont servi votre création. De Lino Ventura, j'en parlais tout à l'heure, à Nick Nolte, en passant par Gérard Depardieu. Quel est le regard que vous portez sur la nouvelle génération qui porte l'héritage du cinéma populaire français? C'est de très bons acteurs. Je n'ai pas travaillé avec eux, malheureusement. Je pourrais vous donner beaucoup de noms. Vous voyez, il y a des gens très intéressants. Mais ceux dont vous avez parlé avant étaient des monstres sacrés. Des géants, oui. On souffre un géant, de la comparaison. Depardieu est un géant, Ventura était une espèce de géant aussi. Et Villeray, n'en parlons pas. La rencontre avec Villeray et le dîner de cons, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, un mot quand même pour... Et Danny Boone. Parce que Danny Boone, moi, c'est un acteur que j'adore. C'est un de nos grands acteurs comiques français. Vous savez, quand il était en face de Gad Elmaleh dans la doublure, et qu'il disait « Me dis pas que tu te l'as fait, me dis pas que tu te l'as fait, me dis pas que tu te l'as fait, me dis pas que tu te l'as fait !» Et l'autre répond « Bon, ben, je te le dis pas. »« Mais si, dis-moi que tu te l'as fait !» Je me suis dit « Mais voilà une nature comique extraordinaire. » Il démarrait quasiment, si vous voulez, avec la doublure, et vous avez vu la carrière qu'il a faite. Avec votre permission, puisqu'on est au cœur des entrailles de la ch'timi, en pays ch'ti, nous avons des fans du Journal de la Culture. Alice et Gaston, 90 ans, nous dit-on, se trouvent dans les Flandres, à Newkerk. On les salue. Ils possèdent un bistrot là-bas, si vous passez là-bas. On les salue. Merci d'être venus pour nous parler de cette pièce qui se joue en ce moment. Cher Trésor, Francis Weber, vous vouliez rajouter quelque chose? 90 ans, à eux deux ou tous les deux 80? Chacun 90 ans. Vous pouvez les saluer. Ça fait 180 alors. Absolument. Bravo. Merci à vous. Car c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images de la savoureuse pièce Cher Trésor que nous venons d'évoquer avec vous, Francis Weber, auteur et metteur en scène. Mais comment j'ai pu être aussi con? Surtout après des études aussi longues. Oh là là, pardon, excusez-moi, je m'y attendais pas. C'est pas grave, je vais mettre la troisième aujourd'hui. À tout de suite, chérie. François, tu as besoin de moi. T'es en train de te constituer un harem, dis-moi. Non, François est l'homme d'une seule femme et il vient de la choisir.